Donc bonjour à tous et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour nous accompagner pour cette table ronde dans le cadre du mois de patrimoine. Cette table ronde est intitulée Des données alliées à documentation, traitement, approche et valorisation du patrimoine culturel. Elle est co-organisée par le Musée national de Sétif et le laboratoire Habitat et Environnement de l'Institut d'architecture et des sciences de la Terre de l'Université Farhat Abbas Sétif 1. Donc, peut-être avant de commencer, je vais passer la parole à Madame Bouadjedja pour dire un petit mot. Merci. Sur l'organisation de la table ronde des données. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation aujourd'hui et qui ont répondu aussi favorablement à leur participation à cette table ronde. Comme tu l'as si bien dit, la table ronde, il faut rappeler qu'elle s'inscrit dans le programme qui a été confectionné par le laboratoire Habitat et Environnement et le musée public national de Sétif. Madame Chedia Khalfallah s'excuse, elle a d'autres engagements, elle est belle comme on est dans la zone temporelle du 8 mai 45 et donc il y a énormément de festivités et de choses organisées, d'événements organisés aujourd'hui. Bon, elle s'excuse, elle va venir dès qu'elle arrive à se libérer. Voilà, donc c'est la deuxième station du programme qu'on a confectionné ensemble, Chedia et moi-même. La première, c'était le 26 avril dernier, c'était une journée de conférence. Donc, on avait conçu la journée, mais dans le cadre des échanges, mais pour écouter, pour comprendre, parce que la plupart de nous, il y a peut-être des gens qui sont bien initiés, mais la plupart de nous, on n'est pas vraiment initiés à la question de l'IA. Et ce qui nous intéresse le plus, conscient de l'autonomie de notre discipline, c'est que on n'est peut-être pas censé être vraiment forgé en IA, mais on doit être forgé dans l'échange avec les spécialistes en IA. Comment se fait cet échange? Comment on prépare les données? Comment on génère? Comment tout ça, on avait donc misé de comprendre dans un premier temps à travers des conférences. William, c'est une autre manière de faire, c'est beaucoup plus sous forme d'échange. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont intervenir, d'autres peuvent leur demander des éclaircissements directement, on n'attend pas le débat ou la haja. Donc ça va être sous forme d'échange. Notre souhait, c'est de répondre à l'appel du ministère de la Culture. Il a envisagé cette année le mois du patrimoine sous le slogan Patrimoine et IA. Maintenant, le rôle de l'université, justement, c'est d'apporter cette plus-value scientifique sur l'IA en tant que discipline, en tant que domaine en lui-même, mais aussi dans les échanges entre les différentes disciplines. Là, ce qui nous intéresse, c'est le patrimoine et l'architecture d'une manière générale. Voilà, Monsieur Mousseoui, professeur Mousseoui, qui devait être parmi nous et qui faisait partie du panel, s'est excusé le Balah. Ils ont un webinaire justement, toujours sur la même thématique, l'utilisation de l'IA. Au RUA, il est obligé de prendre part à ça, pas en son nom personnel, mais en tant que représentant de la cellule qui a été mise en place pour la réflexion de l'introduction de l'IA dans l'enseignement universitaire d'une manière générale. Et donc, il s'est excusé, il nous a même transmis le lien pour les personnes qui s'intéressent à cette thématique. Donc voilà, il y a parmi nous, peut-être que Khawla et Maryam vont présenter, je vais donner la parole aux modératrices, les deux modératrices. Khawla Hannachi, Rania Tonhani Tarif, Maryam Seldani également. L'une et l'autre sont respectivement doctorantes en architecture et doctorantes en informatique, spécialité IA pour Maryam.
Et donc, moi, je les ai conviées, elles ont accepté, je les remercie pour ça, pour modérer la table ronde. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie tout le monde encore une fois, et vous avez la parole. Donc, juste pour reprendre rapidement ce que disait Madame Bouadjada, la table ronde s'inscrit effectivement dans la continuité de la première journée de conférence inaugurale, au cours de laquelle nous avons pu être tous initiés à l'usage général de l'IA, aux différents domaines d'application. Nous avons également pu voir quelques projets concrets de cette application. La première journée nous a permis de faire émerger quelques pistes de réflexion autour des potentialités que nous offre l'intelligence artificielle, mais également sur ces domaines d'application en patrimoine, mais également sur on va dire les interprétations erronées et les usages parfois un petit peu déplacés ou discutables de ces techniques-là dans le domaine du patrimoine. Donc ces constats nous ont amenés à souligner la question de l'interdisciplinarité et l'échange entre spécialistes en patrimoine et spécialistes en intelligence artificielle. Donc c'est pour cette raison que la table ronde réunit aujourd'hui justement des professionnels en patrimoine et des experts en informatique dans un objectif commun qui est de mieux comprendre comment les données patrimoniales, qu'elles soient textuelles, visuelles ou hybrides, peuvent être valorisées et comment leur usage sera éventuellement optimisé grâce à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc chacun ici essaiera d'apporter un regard complémentaire. Les architectes et les professionnels du patrimoine ont cette maîtrise fine des données patrimoniales, peu importe leur forme. Et d'autre part, nous avons les informaticiens qui ont non seulement les outils techniques puissants, mais également cette capacité de les transformer grâce à l'usage de l'IA, mais qui en même temps manquent cette connaissance particulière de tout ce qui est architecture, patrimoine, matériel ou immatériel. Donc voilà, c'est justement dans un souci de souligner cette volonté d'échange et de dialogue entre les deux disciplines que Myriam et moi-même vont modérer cette table ronde. Donc comme disait Madame Bouadjada, moi je suis doctorante en architecture et en technologie à l'université de Blida, membre du laboratoire ETAP et de l'association internationale des humanités architecturales. Et Myriam, je vais te passer la parole directement. Merci Khawa, je suis Myriam Salami, doctorante en informatique et ingénieure en informatique au niveau de l'Institut d'architecture et des sciences de la Terre. Et nous avons également aujourd'hui le plaisir d'accueillir professeur Qara Mohamed Shafia, enseignante au département d'informatique et directrice du laboratoire d'intelligence artificielle, et Dr Houda Oufaïda, professeur associé à l'École nationale d'informatique, Dr Selma Khouri, professeur associé également à l'École nationale supérieure d'informatique, membre de l'équipe distribution dynamique des données au sein du laboratoire de la communication dans les systèmes informatiques, et les deux doctorantes, Arab Djihed et Agathe Imen. Du côté des architectes, nous accueillons aujourd'hui Dr Sabrina Kacher, qui est architecte et enseignante-chercheuse à l'EPO. Elle est experte dans le domaine du numérique appliqué au patrimoine. Elle est également chargée des relations externes de la recherche à l'EPO. Je risque de dire des bêtises, elle pourra me corriger éventuellement. Et chef d'équipe à patrimoine. C'est ça. Nous avons également en ligne monsieur Ahmed Akli, qui est architecte restaurateur qualifié des monuments et des sites protégés. Il a également une agence qui est le bureau d'études Handassa Webina, situé à Alger. Donc cette table ronde sera structurée en 3 axes majeurs que nous allons voir par la suite. En fait, chaque axe fera l'objet d'une discussion de 30 à 50 minutes, incluant les questions les présentations des intervenants et des participants et de l'audience qui nous suit en ligne. À l'issue de chaque axe, nous essaierons de proposer une petite synthèse de ce qui a été discuté. Merci Khala. D'entrer dans le détail des axes de la discussion, il nous semble pertinent d'ouvrir ce débat par une première question justement adressée à nos collègues et nos enseignants informaticiens.
afin de lever une confusion fréquente, notamment en dehors des cercles techniques. Plusieurs chercheurs, toutes disciplines confondues, pensent que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de recherche, d'un projet de recherche, se résume à l'usage des modèles génératifs, generative models, pour générer le texte ou bien pour des outils plus avancés à générer peut-être des vidéos, des images, comme le chat GPT par exemple. Est-ce que vous pensez que cette vision est juste et de ce que peut avoir ou peut offrir l'intelligence artificielle, notamment dans un cadre patrimonial? Sur les maths. Donc un informaticien doit être un très bon matheux et je pense que c'est de même pour les architectes. L'intelligence artificielle, c'est par définition, c'est appliquer l'informatique. Tout d'abord, c'est le traitement automatique de l'information. Peu importe le type de cette information. Et le traitement intelligent de cette donnée requiert une habilité d'intelligence. Donc, dans tout domaine où l'être humain utilise son intelligence pour résoudre ce problème, peut intervenir l'intelligence artificielle. Donc, les types de données diffèrent du texte qui focalise uniquement l'intelligence artificielle sur des systèmes génératifs. Elle est tout à fait erronée. Le ChatGPT, c'est un outil très récent. Très récent, donc, et auparavant, donc, il y avait beaucoup de recherches, beaucoup de travaux dans l'intelligence artificielle sans utiliser le ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil uniquement basé sur les large language models. Donc, c'est un outil certes très puissant, mais il n'est pas l'unique outil dans l'intelligence artificielle, donc, sur lequel on peut se confier sur d'autres outils. Donc, l'intelligence artificielle, c'est très large. Donc, soit dans le côté application, soit dans le côté type de données. C'est pas uniquement le ChatGPT, c'est pas uniquement le modèle génératif. Docteur Salma Khouri, docteur Houda Oufaïda. Oui. Est-ce que vous avez... Bonjour à tous. Bonjour. Je peux prendre la parole? Oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, parfaitement, Salma. Ah, parfait, ok. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Donc, avant de répondre à la question, je vais commencer par remercier les organisatrices de nous avoir invités à cette discussion, cet échange avec les panélistes experts. Et oui, allô? Oui, on vous entend. Oui. On vous entend parfaitement. Il faut lui envoyer un chat, lui dire que c'est bon, Donc voilà, je vous remercie pour cette initiative aussi qui va nous permettre de discuter sur ce thème important. Et je suis convaincue que cette discussion sera importante. Donc, pour répondre à la question, effectivement, je pense que l'IA, c'est ChatGPT, vu ce qu'a eu ChatGPT comme impact, et pas uniquement dans le monde des informaticiens. L'impact est global, à l'échelle internationale, tout le monde peut l'utiliser, et tout le monde voit ce que peut générer ChatGPT et ce que peut donner ChatGPT comme résultat, comme contenu. Et on voit l'évolution, c'est très rapide, il n'y a pas que ChatGPT, il y a plein d'autres large language models, des systèmes qui sont basés sur le même type d'architecture. Donc ça a tellement bien marché en fait, maintenant quand on parle d'IA, c'est presque équivalent à ces réseaux de neurones profonds. Parce que les résultats sont là, on les voit, et ça a un impact considérable sur nos vies.
délivre des recommandations en se basant sur son knowledge graph. En français, une graphe de connaissances. Donc, ces knowledge graphs sont issus aussi de l'IA symbolique. L'IA symbolique, donc, on essaye de rapprocher la compréhension humaine d'un domaine à travers ces grands graphes qui sont liés par des liens sémantiques. Et c'est très palpable, contrairement à l'IA neuronale où c'est des réseaux de neurones, parfois profonds. On connaît les chiffres de ChatGPT, c'est des touches, c'est très profond, c'est des milliards de, 1000 milliards, on dit que c'est 1000 milliards de paramètres, c'est un truc énorme. Donc voilà, mais ça reste une boîte noire. Et donc on essaye, nous, dans nos travaux, de combiner les deux. On utilise l'IA neuronale pour générer ce knowledge graph en partant des sources que nous donnent les architectes. Alors on ne prend pas n'importe quelle source, on ne prend pas Wikipédia évidemment, on prend les sources que nous fournissent les architectes et qu'on considère comme fiables. Donc nous, en tant qu'informaticiens, on ne peut pas dire que ça c'est fiable, ça ne l'est pas, ça c'est le travail de nos experts architectes. Et nous, on les traite. Là vient le rôle de l'informaticien. On les traite et l'IA, notamment les dernières avancées de l'IA, très efficace pour traiter, justement, pour comprendre ce texte dans les illustrations. Mais on a remarqué on a commencé une collaboration depuis 2020. Entre 2020 et 2025, je vous assure que ce qu'on faisait, les techniques qu'on utilisait pour comprendre le texte en 2020, c'est pas pareil qu'en 2025. Là, on arrive, en termes de productivité, on a des résultats beaucoup plus performants sur du texte classique, mais sur des concepts, des entités très spécifiques, un domaine, surtout que le patrimoine peut utiliser des concepts très techniques. Là, c'est pas forcément performant, mais on peut utiliser d'autres techniques toujours orientées IA, mais on arrive à trouver justement l'effort, c'est ça, c'est de construire et de combiner ces algorithmes qui nous permettent justement de construire notre knowledge graph. Donc voilà, je résume en disant il n'y a pas que l'IA neuronale, effectivement, il y a d'autres types d'IA. Si on voit la littérature, il y a plein d'autres types d'intelligence artificielle qui sont utilisés. Je vous ai donné notre expérience, mais on trouve plein d'autres applications orientées IA. Et les deux se nourrissent en fait, l'IA neuronale et l'IA sont peuvent par la suite utiliser ces knowledge graphs dans des applications orientées IA, IA neuronale, etc. Donc voilà pour si on peut donner une réponse globale à cette question. Oui, merci, Dr. Kouri. Dr. Oufeida. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer à ces événements, à ces occasions qui sont pluridisciplinaires. Donc, à chaque fois, il y a un enrichissement des deux côtés, donc du côté des informaticiens et du côté des architectes. Et à chaque fois, c'est un plaisir justement d'avoir l'occasion de travailler, de discuter des données qui sont de notre patrimoine, donc dans le but bien sûr de le valoriser, de le transmettre, de le promouvoir, donc au-delà justement des frontières, au-delà de nos laboratoires, et le rendre accessible à un large public. Voilà. Donc, ça m'a donné une réponse très exhaustive, on va dire. Moi, j'ajouterais juste le fait que les modèles qu'on connaît aujourd'hui, les modèles neuronaux, sont basés sur, je dirais, un apprentissage, une intelligence inductive. Donc, ils sont, oui, c'est vrai, à la mode, mais ils ont besoin de données. Et ces données-là, plus elles sont précises, plus elles sont fines, plus ils vont leur permettre justement de répondre de manière plus fine à des questions de spécialistes et d'experts. Donc, je dirais que malgré le succès, on a toujours, maintenant, on l'a vu la dernière conférence, justement, avec la dernière intervention d'une chercheuse qui a montré un petit peu les erreurs de ChatGPT. Donc, on a toujours besoin de validation d'experts à la fin, même si on alimente avec des données. On utilise leur intelligence artificielle générale de ces modèles neuronaux, mais on est toujours rattrapé par le fait qu'il y a un besoin important de validation derrière. Donc il y a un besoin important
on va dire, de donner un petit peu un caractère, on va dire, validé scientifiquement à ces résultats. Et bien sûr, plus on alimente avec des données vérifiées, fiables, plus on aura des résultats beaucoup plus fidèles à la réalité, beaucoup plus fidèles à... Plus fort. Donc peut-être qu'on pourrait éventuellement passer justement à cette question de données dans le domaine du patrimoine. Donc tout justement l'axe essaie quand même de questionner cette variété et cette richesse des données relatives au patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc nous, en tant qu'architectes ou que spécialistes dans le patrimoine, nous mobilisons différentes données, qu'il s'agit du textuel, des manuscrits, des descriptifs, des dessins techniques, images, maquettes virtuelles, scans 3D, éventuellement même des données brutes de diagnostic et d'évaluation. Nous allons peut-être commencer par poser quelques questions relatives à tout justement à cette... D'après vous, quelles sont les données patrimoniales les plus significatives dans vos pratiques actuelles, qu'il s'agit de plans, de photos ou d'autres types de documents? Et à quel point sont-elles accessibles, faciles à numériser ou autres? Bonjour à tous. Merci aux organisateurs encore une fois de l'invitation. C'est toujours un vrai plaisir de revoir les collègues de l'Université de Sétif. Alors, moi, en ma qualité d'architecte, c'est vrai que j'avais fait ma thèse, quand j'ai fait mon doctorat, j'avais fait une base de données à l'époque. Et c'est pour ça que j'avais continué un peu. Je connaissais déjà l'importance de la donnée dans le domaine du numérique. En fait, le numérique, de manière générale, c'est un traitement de données de manière informatique. La donnée a différentes formes. Ça peut être un croquis, ça peut être un dessin codifié, ça peut être un tableau de peinture, ça peut être. C'est-à-dire que les médias, les dessins, tout ce qui est graphique en architecture, il peut revêtir différents modes et différents médias, différentes formes. Et pour le moment, nous, ce qu'on a fait, c'est-à-dire moi, l'idée aussi qui est venue, d'où l'intérêt d'avoir fait la collaboration avec l'ESI, c'est que quand j'ai commencé, quand je suis revenue, la thèse, je suis venue ici en Algérie, il n'y avait pas, c'est-à-dire, on travaillait sur la restitution numérique. C'est-à-dire, c'est du dessin amélioré. En fait, on prend les architectes, quand ils font une restitution, ils prennent un crayon ou un rapido à l'époque, à mon époque, ils restituaient une œuvre. Ça reste la restitution, c'est ce qu'on appelle documenter le patrimoine. Et ça, c'est primordial. C'est notre rôle. Il faut savoir aussi que le patrimoine, c'est vrai que là, je suis là en tant qu'architecte, mais le patrimoine, il n'y a pas que les architectes. Dans le domaine du patrimoine, il y a les archéologues, les historiens, il y a les architectes qualifiés, il y a énormément de profils. Et c'est tous ces profils qu'il faut fédérer. Donc, l'outil informatique, quand il est venu, il a donné une forme de, à mon sens, parce que je suis dedans, il a donné une forme de stylo amélioré, d'accord, pour pouvoir reproduire l'existant, pour pouvoir faire des hypothèses de restitution. Par contre, aujourd'hui, de nos jours, l'informatique a, comme l'a dit ma collègue de l'ESI, enfin, comme l'ont dit mes collègues de l'ESI, Madame Prolé et Madame Faïda, avec lesquels j'ai le plaisir de travailler depuis 2020, ça évolue à une allure impressionnante. Et l'idée de la collaboration au début, c'était que chacune vienne avec son domaine de compétences pour pouvoir fédérer ça autour du domaine du patrimoine. C'est-à-dire que tout le monde utilise l'outil numérique aujourd'hui. Il n'y a personne qui n'a pas d'ordinateur. Mais les compétences des informaticiens, personne ne les a à part eux. Et eux ont le recul sur justement le domaine du NLP, du LLM. Pour nous, c'est un peu particulier, mais donc la collaboration, eux, ils sont entrés dans le patrimoine,
Donc ils se sont adaptés à nos contraintes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les fiches d'inventaire, les ouvrages qu'on leur donne, pour nous, c'est quelque chose de structuré, qui a des formes, mais pour eux, c'est pas du tout ça. Tout ce qui est données structurées, la plupart du temps, c'est sous forme de tableau. Il faut faire attention au caractère en début de phrase, il faut faire attention au caractère accentué. Il y a beaucoup de détails, justement, que les informaticiens gèrent pour être plus efficaces, même s'ils ont des outils pour les traiter de manière automatiquement. Mais c'est ça, c'est cette puissance de l'informatique qu'on met au service du patrimoine qu'on a voulu essayer de combiner pour pouvoir aboutir justement à ce à quoi on a abouti aujourd'hui. Voilà. Monsieur Ellier, vous pouvez directement intervenir si vous voulez. On ne vous entend pas. Votre micro est désactivé. Bonjour, salam alaikum. نشكركم على هذه الدعوة. Donc, je me trouve parmi les professionnels qui pratiquent sur le terrain et bien sûr nos chercheurs, l'université. Donc, je me dis qu'ensemble, on va très loin parce que aujourd'hui, avec l'évolution c'est-à-dire de tout ce qui passe, tout ce qui en matière de progrès sur la technologie, on se dit qu'on n'est pas dans cette, c'est-à-dire dans cette dynamique-là et on risque de perdre ce développement-là par rapport à tout ce qui se passe. Bon, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, sur la gestion du projet, des projets et tout, on a jusqu'au BIM manager qui gère un projet mais qui n'a je ne dirais pas aucune compétence technique, mais il n'a pas cette formation technique voulue. Donc il travaille avec les différents collaborateurs. Donc indirectement, je dirais que la gestion du projet n'est plus entre les mains de l'architecte. Ça change avec les nouvelles technologies et ce qui se passe. Par rapport à tout ça, donc c'est à nous de nous mettre au diapason à tout ça. Donc ça veut dire que nous devrions vivre avec la technologie. Nous devrions nous adapter par rapport à tous ces pays-là qui ont émergé, qui ont développé, qui sont en train de se développer. La gestion du temps est très importante. Tu peux faire beaucoup de choses dans la journée sans pour autant te déplacer, sans faire du temps, sans faire on voit que dans beaucoup de pays développés, c'est ce qui se fait. Et à nous c'est-à-dire de suivre notre vie quotidienne, donc on ne faciliter la vie, et puis par rapport à ce que je reviendrai sur beaucoup plus de vous remercie. Donc, ils se sont rendus compte que, aussi, les données sémantiques étaient fondamentales dans un projet architectural. Et dans le domaine du patrimoine, alors le BIM, effectivement, il parle du BIM, le BIM, c'est pour les projets récents. Par contre, il y a un outil qui s'appelle le HBIM, Heritage Building Information Modeling, qui est le BIM adapté à un projet patrimonial. C'est-à-dire la laser, la photométrie, la photomodélisation, le dessin, il y en a beaucoup. Hein. Si on ne peut pas tout énumérer, elles sont diverses. Et il y en a beaucoup qui sont adaptées justement à l'acquisition, à la numérisation, à la documentation, qu'elle soit graphique ou textuelle, d'une œuvre patrimoniale, en évitant